et merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. Projet du centre d'enfouissement technique de Barito-D, les membres du comité de pilotage viennent de tenir la première session de l'année 2026. Une rencontre pour dresser le bilan et pour parler des actions en perspective. En ligne de mire, le financement de la gestion des déchets. Et pendant ce temps, le district de Woudumakoro, dans la préfecture de Mandiana, fait face aux défis liés à l'accès aux infrastructures, à la santé et à l'éducation. Les habitants sont résilients, mais souhaitent que le vent du développement souffle désormais sur leur localité. C'est le grand format de ce journal. Opération de déguerpissement des emprises et encombrants physiques. Après la libération de plusieurs marchés, les autorités annoncent 2 sites de recasement pour les femmes vendeuses d'Anko 5. Une mission était sur place pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. C'est une séquence décisive de relecture du processus électoral qui vient de se refermer à Kindia. La direction générale des élections a réuni dans la préfecture les principaux acteurs du processus électoral. Pendant 3 jours, les participants ont analysé le déroulement du référendum et de l'élection présidentielle passée. Il était question de tirer les enseignements de ces scrutins, d'identifier les forces et les faiblesses et de formuler quelques recommandations. Yaya Silla. Cette rencontre de Kindia regroupe l'ensemble des acteurs du processus électoral guinéen au niveau national. Ils évaluent ensemble les processus du scrutin référendaire et présidentiel. Cette assise leur a permis d'identifier les faiblesses constatées et capitaliser les acquis du processus électoral. Pendant 3 jours, nous allons travailler ensemble à travers la présentation de ces rapports préfectoraux, mais également en travaux de groupe, pour que chaque acteur puisse encore davantage apporter ce qu'il a pu constater de bon ou de mauvais pour nous permettre d'aller vers des élections performantes dans notre pays. Cet engagement des autorités en charge des élections à faire de la transparence dans la gestion des scrutins en Guinée est bien apprécié par les responsables locaux de Kindia. En tout cas, l'histoire de notre pays retiendra sous ces belles pages que les élections présidentielles de 2025, gérées techniquement par la jeune direction générale des élections, fut la plus calme et la plus acceptée de notre pays depuis son accession à l'indépendance. Pour la réussite des travaux de Kindia, ces acteurs se sont ainsi appropriés les rapports issus des assises régionales sur l'évaluation du processus électoral. Au terme de 3 jours de travaux, ces éminents acteurs ont produit un document synthèse qui va désormais servir de bréviaire pour les élections à venir en Guinée. Les membres du comité de pilotage du projet du centre d'enfouissement technique de Barito-D ont tenu cette semaine leur première session au titre de l'année 2026. Au cœur des échanges, les mécanismes de financement de la filière, un projet stratégique qui s'inscrit dans une dynamique essentielle de modernisation du service public de gestion des déchets. Compte rendu Mohamed Lamine Camara. La décharge de la minière est depuis quelque temps dans un état de saturation très inquiétant, puisqu'il est urgent de disposer d'une solution au problème conforme aux standards, avec une réelle capacité d'assurer l'exploitation, la maintenance et la pérennité des investissements. Le suivi du projet relatif à la mise en place du centre d'enfouissement technique de Barito-D dans la préfecture de Koya est au centre des discussions entre les membres du comité de pilotage du projet. Conakry produit plus de 3000 tonnes de déchets par jour. Il faut un centre approprié pour la gestion de ces déchets produits journalièrement par les habitants de Conakry. Et Barito-D aujourd'hui est la seule alternative à la fermeture de la décharge d'Arsalam. C'est pourquoi ce comité de pilotage permettra d'accélérer la mise en œuvre de ce gigantesque projet qui est la matérialisation de la volonté de son Excellence, le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Au-delà d'un simple ouvrage, la réalisation du centre d'enfouissement technique de Barito-D constitue un véritable changement de modèle pour le pays.
Le projet, une fois réalisé, permettra de réduire les dépôts sauvages et d'améliorer les conditions de collecte et de traitement des déchets. Pour rendre la ville propre, c'est une chaîne de valeur qu'il faut suivre. Et la chaîne de valeur ne s'arrêtera pas à la collecte seulement et l'amener à des décharges. Aujourd'hui, on a très peu de capacité de réception d'autres types de déchets. Et c'est pour cela qu'il faut accélérer ce projet et il faut aller très vite. Le ministère de l'Environnement est impliqué sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est parce que d'abord le site d'implantation du projet Barreto D concerne une forêt classée qui appartient au patrimoine forestier national. Le deuxième aspect, c'est effectivement de voir comment la conformité environnementale de ce projet puisse être assurée à travers un processus d'évaluation environnementale. Ce sont les risques liés effectivement à la gestion du Luxivia sur le site. La tenue de cette première session du comité de pilotage au compte de l'année 2026 est un signal fort. Elle rappelle que la réussite d'un projet ne se repose pas uniquement sur les travaux ou les équipements, mais elle demande aussi une coordination interinstitutionnelle efficace et surtout une prise de décision partagée. Le conseil d'administration de l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime s'est réuni en session ordinaire et une rencontre importante consacrée à l'examen du bilan annuel et à l'adoption du budget pour l'exercice à venir. L'enjeu est de renforcer la gouvernance et la performance du secteur fluvio-maritime dans notre pays. Abraham Christophe Conté. À cette rencontre de Conakry, les membres du conseil d'administration de l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime examinent à la fois le niveau d'exécution des activités prioritaires menées par l'institution durant l'année 2025 et des perspectives pour cette année 2026. Au centre des discussions, la sécurité de la navigation, la modernisation des infrastructures portuaires et le renforcement de la concurrence entre les opérateurs. Le Conseil a aussi insisté sur la nécessité d'un dialogue renforcé entre les acteurs du secteur. Sur la base du projet de budget soumis à l'examen du Conseil, nous avons donné des orientations claires pour mettre en œuvre la mission qui est assignée à l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime. C'est de renforcer surtout les investissements pour l'année 2026, puisque nous en avons vraiment besoin. Au cours de ce conclave, plusieurs autres préoccupations ont été soulevées. Entre autres, la nécessité d'intensifier les investissements dans les infrastructures et les équipements de contrôle. Ces orientations s'inscrivent dans une dynamique de sécurisation et de modernisation du secteur en lien avec les priorités gouvernementales. Dans le projet de budget 2026, donc nous avons beaucoup d'ambition, notamment après avoir acquis une vedette multiservice, c'est d'avoir tout le complément d'équipement pour pouvoir procéder justement à la constitution d'une nouvelle banque de données sur les fleuves et sur l'espace maritime guinéen. À l'issue de cette session, les acteurs du transport fluvio-maritime se félicitent de la définition du budget et des investissements renforcés. Une autre avancée majeure, c'est l'obtention d'une vedette multiservice par l'autorité. Ce engin devrait permettre à l'amélioration de la régulation et de la sécurité du contrôle des flux sur les eaux guinéennes. Dans l'actualité encore, les commandants des 2e et 3e régions militaires, respectivement de l'Abbé et de Kankan, viennent de boucler la première phase de leur tournée de prise de contact. Durant leur mission, ils ont évalué le climat sécuritaire, apprécié les conditions de vie et de travail des troupes et rappelé les valeurs d'abnégation et de patriotisme dans la défense de l'intégrité du territoire national. On fait le point avec le lieutenant Lamine Sana Kamara, correspondant de la presse militaire. À peine nommés dans leurs fonctions respectives de commandant de la 2e région militaire de l'Abbé et de la 3e région militaire de Kankan, les généraux de brigade Ibrahima Finando Kamara et Amara Silla engagent la première phase de leur tournée de prise de contact dans certaines unités relevant de leur sphère de commandement. Objectif,
s'assurer du climat sécuritaire dans leur zone et s'imprégner des conditions de vie et de travail des militaires. Ainsi, le général de brigade Ibrahima Finando a mis le cap sur le bataillon d'infanterie de Mali, les compagnies d'infanterie de Koubia et Tougué, où il a exhorté les hommes en uniforme à maintenir la discipline, la cohésion et le respect de la hiérarchie. Merci parce que depuis le 21 septembre jusqu'à nos jours, au niveau des forces de défense et de sécurité, il n'y a pas eu de bavure. Je voudrais aussi passer le message du président de la République et de toute la hiérarchie militaire. Quant au général de brigade Amara Silla, il s'est successivement rendu au bataillon d'infanterie de Mandiana, dans les compagnies d'infanterie de Nyantanina, de Numugila, de Kundianakoro et dans les sociétés minières où sont déployés les militaires. Partout, il a transmis le message d'encouragement et de félicitations pour leurs efforts consentis pendant les périodes électorales et post-électorales en Guinée. Il a ensuite exhorté les hommes à poursuivre leur mission de sécurité et de protection des personnes et de leurs biens avec professionnalisme. Les autorités ont pris des décisions, donc l'objectif est clair. Il faudra maintenant, vous qui êtes de l'autre côté, vous vous mettez dans l'ambiance des directives des autorités pour que la mission qui nous est assignée tous, nous puissions l'atteindre ensemble, dans la discipline, dans l'abnégation et dans le respect des consignes qui seront données par ces autorités-là. Cette tournée des commandants des régions militaires est une initiative qui marque le début d'un nouveau mode de commandement axé sur l'écoute, la rigueur et l'efficacité opérationnelle afin de garantir une paix durable au sein des communautés et le long des frontières terrestres guinéennes. L'éducation et la coopération internationale à l'honneur en Guinée. À Conakry, une convention de partenariat vient d'être signée entre l'Université Kofi Annan de Guinée et la Fédération de Russie. Cet accord vise la création d'un centre d'apprentissage de la langue russe dans notre pays, une nouvelle étape dans le renforcement des relations éducatives entre les deux partenaires. Al-Khali Kobole Keita et Marwan Kamara. Cette convention marque une étape importante dans la coopération académique entre Conakry et Moscou. Elle prévoit la création d'un centre moderne d'apprentissage de la langue russe destiné aux étudiants guinéens, mais aussi aux professionnels désireux de s'ouvrir à de nouvelles opportunités internationales. Une coopération officielle avec le centre de la diplomatie russe sur plusieurs volets, et ce qui nous a permis aussi de concrétiser aussi les signatures de conventions avec l'université russe. Ce sera un centre qui est dédié donc à maîtriser une langue étrangère avant de partir pour un stage ou pour une mobilité, donc aussi bien pour nos étudiants que pour nos enseignants-chercheurs. À travers ce projet, la Fédération de Russie ambitionne d'accompagner la formation des jeunes talents guinéens. Pour les étudiants guinéens, pour obtenir la possibilité de continuer ses études en Russie en manière gratuitement, pour avoir la bourse et dans l'avenir obtenir beaucoup de connaissances de la Russie. C'est un partenariat gagnant-gagnant parce que c'est très principal pour le côté de la Russie et très principal pour la Guinée. Avec la signature de cette convention, l'Université Kofi Annan de Guinée et la Fédération de Russie posent les bases d'un partenariat durable, plaçant l'éducation et la coopération culturelle au cœur des priorités. La jeune chambre internationale à Conakry, Trésor, veut impacter positivement les communautés. À Conakry, des actions sont en cours avec une forte implication des jeunes leaders. Ces jeunes sont déterminés à contribuer à la construction de notre patrimoine commun, la Guinée. Mekine Moussa Kamara, Marie-Simone Noël Tolno. La jeune chambre internationale intensifie ses activités dans la capitale guinéenne. Sa filiale Conakry Trésor et sa filleule Université Conakry Trésor multiplient des initiatives pour impacter positivement les différentes communautés. L'organisation regroupe des bénévoles dévoués à l'action humanitaire et sociale en Guinée. Je me tiens devant vous après avoir reçu ma chaîne de commande. Si je devais résumer ma vision en une phrase, ce serait celle-ci. Le leadership n'est pas une position, le leadership est un service. Chaque année, en fonction des moyens du bord, nous essayons d'identifier au sein de la communauté les besoins les plus pressants
bien entendu les besoins que nous identifions avec toutes les parties prenantes, à commencer par la communauté elle-même, et ensemble de proposer des pistes de solutions qui puissent permettre de résoudre ces problèmes. On se concentre sur l'aide aux enfants, l'éducation et le développement communautaire à travers divers clubs. Sur la communauté, nous avons des impacts positifs. Nous avons le projet Ombrage urbain qui est un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir les projets de reboisement. Et cette fois-ci, nous avons amélioré. C'est pour vraiment donner de l'ombre dans notre cité. Cette association est composée de 49 clubs et plus d'1 million de membres qui apportent leur force et leur générosité aux populations du monde. Les couches vulnérables sont les plus privilégiées dans leur activité. Après Kassa, l'Alliance nationale des femmes Jemma Guinée a procédé à l'installation officielle de ses bureaux communaux de Kagbele et de Sonfonia. Une cérémonie saluée par les autorités locales qui voient en ce geste le symbole d'un engagement renforcé des femmes dans la vie communautaire et citoyenne. Pascaline Yomalo, Maïmouna Bella Diallo et Fode Barry. L'Alliance nationale des femmes Jemma Guinée poursuit l'implantation de ces structures de base à l'intérieur du pays. Après l'île de Kassa, la coordination nationale s'est rendue récemment à Kagbele et à Sonfonia pour la validation officielle des bureaux communaux de l'Alliance. Ces nouvelles instances auront pour mission de coordonner et de mettre en œuvre les actions de l'Alliance au niveau local en tenant compte des priorités des femmes et des communautés. Nous vous assignons des missions suivantes. Rassembler, ne laissez aucune femme de côté, qu'elle soit commerçante, agricultrice, diplômée ou mère au foyer. L'Alliance doit être leur maison. La deuxième mission est d'écouter. Identifier les freins à l'épanouissement des femmes dans vos communes. Présente à la cérémonie, les autorités locales ont salué une initiative qu'elles jugent porteuse d'espoir pour l'autonomisation des femmes et le développement local. La coordinatrice nationale nous a fait confiance pour diriger le bureau de Kagbele. À notre tour, nous allons nous donner la main pour travailler, les aider pour le développement de notre communauté. Très ravi, puisqu'on parle de la Guinée, on sait qu'en majeure partie, on parle des femmes, puisque c'est une alliance qui contribue pour le développement de la Guinée. Comme c'est la première commune parmi les 13 communes, nous les souhaitons le bienvenu et nous les encourageons. À travers ces nouvelles installations, l'Alliance nationale des femmes, Jemma Guinée, renforce sa présence de proximité et affirme son ambition de bâtir un réseau féminin fort, engagé et solidaire au service du développement harmonieux de la Guinée. Nous allons prendre maintenant la direction de la Guinée profonde, là où les défis du développement se vivent loin des projecteurs. Pour être précis, nous allons à Woudumakoro, un district de la sous-préfecture de Kinyéran, un village de Mandiana qui se bat pour exister. Là-bas, vous allez le voir tout à l'heure, la terre ne trahit pas, mais le village fait face depuis près d'un siècle maintenant à des enjeux majeurs, accès aux infrastructures, à la santé, à l'éducation et surtout à des opportunités pour sa jeunesse. Pourtant, derrière toutes ces difficultés se dessine une communauté résiliente, attachée à sa terre, à ses valeurs et déterminée à construire son avenir. C'est le grand format de ce soir avec Moussa Koumara. Woudumakoro, un district de la sous-préfecture de Kinyéran dans la préfecture de Mandiana. Ici, l'activité principale de la population repose sur l'agriculture vivrière. Et c'est dans cette vaste plaine, pleine de promesses, que les habitants tirent leurs revenus. J'ai acheté la moto, un congélateur, j'ai tout eu dans mon jardin potager. C'est vraiment autonome, mais on n'a pas d'eau. Sur cette plaine, à perte de vue, située aux abords de la mare Fanko, des variétés de légumes sont produites. Chaque famille du village a ici un petit périmètre. Mais le manque d'eau dans cette mare Fanko réduit le rendement des producteurs. Pas de motopompe ni d'herbicides, les ravageurs font perdre la production chaque année. Une situation préoccupante pour ces habitants de Woudumakoro. Le problème d'engrais, d'eau nous fatigue. Les vaches aussi.
parce que nous n'avons pas de clôture pour sécuriser la plaine. Cette mare sacrée Fanko est vieille de plus de 800 ans. Ces berges font tourner l'économie des habitants de Woudumakoro et cela depuis des siècles. Aujourd'hui, elle est menacée de disparition. Quand on était petits, nos grands-pères nous disaient qu'Woudumakoro nourrissait tous les villages environnants en patates douces et en manioc et en légumes. C'est parce que le jardin il donnait mieux. Et il y avait beaucoup de pluie en ce moment. On avait la mare qui se remplissait, qui restait pleine pendant toute la saison sèche. Mais cela n'est pas le cas aujourd'hui. La mare est presque remplie de boue. Nous avons besoin de l'État pour nous aider. Je n'ai pas les moyens de le faire, sinon je l'aurais déjà fait. Nous avons besoin de creuser la mare. Nous avons besoin d'une digue qui peut aussi retarder l'écoulement ou le tarissement de la mare. Cela peut aider les femmes et les hommes de Woudumakoro à aussi bénéficier de la potentialité de ce jardin potager aussi aujourd'hui à Woudumakoro. Derrière ce quotidien se cache un faisceau de difficultés. Insuffisance d'infrastructures sociales essentielles, l'accès aux soins limité, à l'image de ce poste de santé complètement sous-équipé. Il doit y avoir une rénovation du poste. En plus, encore, les intrants ou les matériels qui sont à l'intérieur du poste sont un peu vieillis et nous sommes en manque de certains matériels. En cas de maladie à Woudumakoro, la distance devient un risque. L'absence d'un centre de santé équipé oblige les habitants à parcourir des kilomètres. Ici, se soigner demande parfois du courage autant que la chance. Le problème du centre de santé nous fatigue vraiment ici à Woudumakoro. Surtout pendant l'accouchement, nous les femmes, nous souffrons. Ici à Woudumakoro, un seul poste de santé pour 6000 habitants. Il a été construit en 2012 par cet homme, pas natif de la localité. Mais l'histoire de ce médecin gynécologue avec le village remonte en 1975, alors envoyé comme membre de la brigade motorisée agricole. À cette époque-là, aucune structure de santé n'existait dans ce village primitif de Sako, qui ne comptait que 350 habitants. Il n'y avait rien du tout. Lorsque je suis arrivé, moi j'ai créé une ONG en plus de mes activités là-bas. J'ai fait venir des médecins que je connais en France, des amis, ils sont venus avec moi dans mon ONG. Je dis j'ai des défis, j'ai un village où j'ai été pendant très longtemps, je suis revenu mais je trouvais qu'il n'y a rien du tout. Aidez-moi qu'on puisse mettre une structure en place. C'est comme ça que je suis venu avec ces collègues ici. D'abord, on a commencé à vacciner tous les villageois, les enfants, tout le monde. Et j'ai décidé de faire une petite structure, au moins pour accueillir les urgences. C'est ainsi que j'ai fait ce bâtiment. À Woudumakoro, l'accès à l'éducation reste aussi un défi important. L'unique école publique réalisée en 1992 manque d'enseignants après sa rénovation par ses fils du terroir, devenu l'espoir de la communauté. En regardant l'établissement dans cet état de délabrement, j'avais eu les larmes aux yeux parce que c'est ici ma source. C'est ici que j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui. Maintenant, quand le directeur de l'école m'a appelé, il m'a montré l'école, il m'a montré le tableau-banc, tout est ravagé. Le sol, il n'y avait que des trous. Le bâtiment risquait de tomber maintenant. Il m'a dit, voici l'état dans lequel nous étudions. Cet établissement de 3 classes compte 150 élèves. Il n'avait jamais connu une couche de peinture depuis plus de 30 ans. Pas de route, ni d'eau potable suffisante pour la population. Mais Woudumakoro reste debout. Merci à Moussa Komara et à toute son équipe pour la réalisation du grand format de cette édition d'information. Dans la région de l'Abbé maintenant, l'aviculture contribue à la sécurité alimentaire et à l'amélioration des revenus des ménages. C'est au milieu de ces défis que la Fédération interprofessionnelle régionale avicole vient de tenir son assemblée générale. L'objectif était d'évaluer les forces, les faiblesses et les opportunités, ainsi que de faire des recommandations pour l'atteinte des objectifs de l'autosuffisance alimentaire. Sarafuddin Diallo, Nabila Moussa Kamara.
L'aviculture occupe une place stratégique dans l'économie de la région administrative de l'Abbé. Cette activité contribue non seulement à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et aussi à l'amélioration des revenus des ménages ruraux et urbains. C'est à cette mission qui s'investit la Fédération interprofessionnelle régionale avicole de l'Abbé. La Fédération régionale des agriculteurs de l'Abbé est un maillon essentiel pour la Fédération nationale. On est en train de travailler en étroite collaboration avec les partenaires techniques et financiers, le gouvernement guinéen, d'autres pays partenaires pour vraiment venir en aide les différentes interprofessions que nous avons au niveau régional. Cette assemblée générale de la Fédération interprofessionnelle régionale avicole de l'Abbé a été une instance mise à profit par les acteurs pour évaluer les activités réalisées en 2025. Il s'agit d'analyser les forces, les défis, les perspectives pour 2026. Nous avons organisé cette assemblée générale pour non seulement exposer l'ensemble des activités réalisées en 2025, tirer les leçons et projeter des activités innovatrices pour l'année 2026. Nous allons prendre toutes les dispositions pour les épauler. Les épauler pour mettre les familles à l'aise. Les épauler pour corriger le déficit. Et les dispositions qui seront prises, c'est très certainement l'alimentation et la santé animale. La Fédération interprofessionnelle régionale avicole de l'Abbé compte environ 150 membres actifs avec un effectif de volailles estimé à près de 300 000 poules pondeuses pour une production journalière de 240 000 œufs. Et pendant ce temps, la région de Mamou s'engage dans une lutte cruciale pour la santé publique. Une vaste campagne de vaccination des chiens contre la rage vient d'être officiellement lancée avec pour ambition de protéger les populations et d'éradiquer cette maladie encore mortelle. De nombreux propriétaires et leurs animaux se sont donc rendus au centre de vaccination où plusieurs chiens ont été vaccinés gratuitement. Sur place à Mamou, on fait le point avec notre correspondant Mamadou Paté Baldé. Lancé sous le signe Tous unis pour éliminer la rage à l'horizon 2030, la campagne nationale de vaccination des chiens contre la rage a été récemment lancée à Mamou. Soutenu par plusieurs partenaires au développement, l'objectif de cette journée est de lutter contre cette maladie zoonotique qui constitue de nos jours un réel problème de santé publique. Vous n'êtes pas sans savoir que la rage est une maladie très grave. Et c'est évitable que par la vaccination. C'est ainsi que nous lançons un appel à toute la population de Mamou, précisément aux propriétaires de chiens, d'envoyer leurs chiens à la vaccination. L'ambition du ministère de l'élevage est de procéder à une vaccination massive et gratuite de ces animaux et de sensibiliser les propriétaires sur les risques que représentent les chiens et les chats non vaccinés aux humains. Vous vaccinez son chien. Et l'autorité a bien fait, l'autorité a bien aidé les citoyens guinéens. C'est tous ceux qui ont des chiens, dans l'aide de monsieur, les chiens qui n'ont pas vacciné. L'État a fait beaucoup de choses. Le lancement officiel de cette campagne offre l'occasion aux autorités de Mamou de se féliciter de l'appui du gouvernement et ses partenaires en matière de riposte et de surveillance contre les maladies zoonotiques en Guinée. Comme je l'ai dit, les humains et les animaux sont les acteurs des fois vulnérables. C'est pourquoi j'appelle donc à l'action collective pour la sensibilisation. Pour réussir les opérations, le gouvernement a mis à disposition 260 000 vaccins pour couvrir les préfectures de Mamou, d'Alaba et de Pita pour une durée de 30 jours. Dans le district de Fodé-Karia, sous-préfecture de Kalinko, à Dinguiraï, la première pierre d'un collège moderne est officiellement posée. Une initiative portée par l'engagement collectif des fils du terroir, déterminés à faire de l'éducation un levier de développement local. La cérémonie a été marquée par la lecture du Saint-Coran et par des prières en faveur de la paix et de la cohésion sociale en Guinée. Ibrahima Oulem Fofana. Un collège moderne pour le district Fodé-Karia, localité de la sous-préfecture de Kalinko dans Dinguiraï. C'est une initiative des ressortissants et résidents de cette localité qui vient répondre à une nécessité qui s'imposait à la communauté, celle de la poursuite du cursus scolaire par les enfants admis chaque année
à l'examen du certificat d'études élémentaires. L'initiative est venue des ressortissants de Fodekaria, précisément au niveau de Conakry. On a vu que les élèves, quand ils ont leur examen d'entrée en 7e, ils n'ont pas où aller. On s'est dit maintenant de faire tout possible de construire notre collège ici. L'initiative est venue comme ça et aujourd'hui, alhamdoulilah, on a posé la première pierre aujourd'hui. Et les ressortissants sont courageux, ils sont unis. En marge de cette cérémonie, les habitants de Fodekaria ont aussi initié cette lecture du Coran, suivie des bénédictions pour la paix, la cohésion sociale et la bonne exécution des travaux de ce chantier. Fodekaria est déterminé à promouvoir la paix et surtout l'unité nationale dans le pays, comme impulsé par le chef de l'État. Les ressortissants ont conjugué les efforts pour faire des sacrifices, des prières et bénédictions en faveur de la cohésion nationale et pour le président de la République. Autrefois enclavé et difficile d'accès, le district de Fodekaria a bénéficié, au temps du président de la République Mamadi Doumbouya, la réalisation de plusieurs infrastructures de franchissement facilitant la liaison entre ce district avec d'autres de la sous-préfecture de Kalinko, dans la préfecture de Dinguiraye. C'est également un geste de solidarité fort qui vient d'être posé en République du Mali. Une enveloppe de 20 millions de francs CFA a été remise à des enfants qui ont perdu leur père au front tombé pour la défense de la nation malienne. Ce don est à l'initiative d'un fils ressortissant guinéen touché par le sort de ses familles endeuillées. C'est un reportage de Marwan Kamara. Ces enfants sont marqués par l'absence d'un père tombé au front à la suite des combats pour le territoire malien. Ici, à l'Office national des pupilles en République du Mali, ils bénéficient d'une aide financière de plus de 20 millions de francs CFA. L'enveloppe est officiellement remise grâce à la générosité d'un fils ressortissant guinéen, El Hadj Suleiman Sako, touché par le sacrifice des soldats maliens tombés au champ d'honneur. C'est avec une émotion de fraternité, imbibée de sentiments de reconnaissance, que je me tiens devant vous pour vous remercier au nom des pupilles du Mali pour le geste chargé de sens que vous posez en ce moment. Ahmed Sékou Touré disait que le Mali et la Guinée étaient deux poumons d'un seul corps. Donc ce geste témoigne des liens séculaires et des liens fraternels qui unissent nos deux pays. Nous ne pouvons que nous en réjouir. À travers ce geste, El Hadj Sako compte soulager la douleur des familles et contribuer à l'avenir de ces enfants désormais orphelins. Ce geste est un devoir moral. Nous sommes africains avant tout. Et la douleur d'un pays frère est aussi la nôtre. Ces enfants méritent notre soutien. Certains enfants sont là jusqu'à présent, pensent que leur papa est en mission. Que l'État pense de créer une direction comme ça pour s'occuper de suivi, l'éducation, la formation de ces enfants. C'est un exemple à prendre dans le monde, dans la sous-région. Au-delà de la valeur financière, c'est un symbole fort de soutien et d'espoir pour ces enfants et leurs familles, rappelant que la solidarité n'a pas de frontières. De l'eau potable pour les citoyens de Koloma Soloprimo dans la commune de Ratoma et pour les femmes vendeuses de fruits et légumes du kilomètre 36 dans la commune de Sanoya. C'est un accompagnement pour améliorer les conditions de vie des populations qui parcourent parfois de longues distances pour se procurer le liquide vital. Moussa Bangoura nous parle de cet appui à travers lequel le PNUD réaffirme sa détermination à soutenir le gouvernement guinéen dans ses actions de développement. Très actif aux côtés du gouvernement, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, continue à soutenir les communautés à la base dans leurs besoins vitaux. À Koloma Soloprimo, secteur Rail, commune de Ratoma, c'est un forage de 3500 litres par heure qui a été réalisé pour les citoyens confrontés aux problèmes d'eau potable. Plus loin, à Sanoya, les femmes vendeuses des fruits et légumes du kilomètre 36 ont aussi bénéficié du même accompagnement du PNUD. 8 robinets sont ainsi installés pour faciliter l'accès à l'eau potable.
les gens parcourent des centaines de mètres, de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Nous avons décidé à leur demande de pouvoir satisfaire ce besoin d'implanter un forage ici pour permettre à ce que les populations du secteur... À ce titre, j'ai mis en place un comité de gestion à cet effet. C'est pour rassurer le partenaire. À travers la remise de ces différents ouvrages d'utilité publique, l'institution onusienne réaffirme sa détermination à poursuivre son programme d'accompagnement de la Guinée. On en vient maintenant à cette bonne nouvelle pour les femmes commerçantes du marché d'Anko 5. Le gouvernement guinéen vient de mettre à leur disposition 2 sites pour la construction d'un nouveau marché. Les travaux qui font suite à l'opération de déguerpissement des emprises et encombrants physiques ont déjà démarré sur ces 2 sites. Une mission de la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme a visité le chantier. Voici le constat avec Nabila et Moussa Kamara. Après les opérations de déguerpissement des encombrants physiques sur le long de la transversale 4, le gouvernement guinéen a mis à disposition des femmes du marché d'Anko 5 ces endroits où elles peuvent continuer à exercer leurs activités commerciales. Cette attitude de ces femmes vendeuses a accepté de s'y installer est vivement saluée par les responsables de la mairie de Matoto. Nous avons sensibilisé de libérer l'espace afin que nous leur donnons un cadre de travail décent. Et c'est ce qui fut fait. Mais il faut savoir une chose, que c'est des braves femmes qui ont accepté ce fait. Parce qu'il fut des moments passés, on n'osait pas. Quand elles se levaient, c'était des problèmes. Mais maintenant, elles ont accepté, elles ont même vu la réalité qu'il faut accompagner le gouvernement dans son projet de développement. Les travaux d'aménagement ont déjà démarré sur ces 2 sites retenus afin de mettre les femmes hors du danger des engins roulants. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux des 2 chantiers, une équipe de la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme est sur le terrain. L'ensemble des cris de cœur que les femmes ont manifestés, et le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, a écouté et a pris la décision nécessaire de remettre vraiment les femmes en sécurité. Donc, je demanderai vraiment aux femmes qui sont nos mamans, nos sœurs, de patienter et de nous accorder du temps afin qu'on puisse vraiment les installer en toute sécurité. La réalisation de ce projet est ainsi une des solutions envisagées par le gouvernement après avoir lancé les opérations de déguerpissement des artères publiques. À Kagbele, une concession et tout son contenu sont partis en fumée. Le sinistre s'est produit cette semaine en pleine journée et à la surprise générale des occupants de la maison. Un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. Mamadou Saliouba commente les images de Suleiman Kondé. De l'extérieur, voici ce qui reste de la maison de cette enseignante à la retraite après le passage des flammes. À l'intérieur, meubles et habits, tout a été consumé par le feu. J'ai été interpellée par mon locataire, l'un de mes locataires, qui est M. Keta. Quand il m'a appelé, il me dit que ça ne va pas, maman. Bon, je pensais à son enfant qui est malade. Je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, maman. Il dit, on a tout perdu. J'ai dit, vous avez perdu quoi? Il dit, il y a eu un incendie dans ma maison, dans la chambre des enfants. Donc ça a pris tout le bâtiment, c'est-à-dire les 2 appartements. Ma première question, est-ce qu'il n'y a pas eu de perte en vies humaines? Il dit qu'il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Je dis, alhamdulillah, rabbil alamin. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, tout est parti en cendres. C'est en plein 14h le mercredi que le feu s'est produit dans cette concession à la surprise des occupants. Il y a des élèves qui sont là et qui préparent les examens. C'est-à-dire qu'il y en a en 6e année et en 10e année qui préparent les examens. Leurs cahiers, leurs livres, tout est parti en feu. Je demande à l'autorité, à ce que l'autorité et les bonnes personnes nous aident. Selon les témoins, un court-circuit serait à l'origine de ce sinistre.
Dans l'actualité également, la préfecture de Bofa vibre depuis samedi au rythme du tournoi de la fraternité de l'unité. La société Chinalco organise la compétition qui connaît la participation de 8 équipes issues des communautés impactées par des activités minières. 2 semaines de rencontres sportives dont le coup d'envoi est donné en présence des autorités locales. Robert Sidi-Tolno pour des explications. C'est parti pour la première édition du tournoi de football dénommé Chalco Bofa Amitié. Initié par Chalco Compagnie SA, la compétition va connaître la participation de 8 équipes issues des communautés impactées par la production de la société élargie à celle de Bofa Centre ainsi qu'à celle des forces de défense et de sécurité et des vétérans. Objectif, renforcer davantage les liens de fraternité entre la société minière Chalco et les communautés impactées par son exploitation. Ce tournoi va se dérouler durant cette période bien définie pour que vraiment tout le monde se sente vraiment animé d'un esprit qui est l'esprit de paix et de développement social et économique de Bofa ici. C'est le vecteur idéal pour que le développement puisse s'instaurer et s'installer réellement à Bofa et que Chalco puisse faire de plus ce qu'on a fait. Illuminer Bofa, éclairer l'avenir, c'est le slogan de cette première édition. En donnant le coup d'envoi de ces tournois, premier du genre dans la localité, l'autorité préfectorale a appelé les protagonistes à saisir cette opportunité pour davantage préserver la quiétude sociale et renforcer la bonne cohabitation entre les communautés et les sociétés évoluant dans la localité dans le but de la préservation des acquis. La cohabitation, des fois, c'est difficile. Mais qu'à cela ne tienne, j'invite la population à accepter le bon vivre ensemble avec toutes les sociétés évoluant à Bofa. À l'instar de Chalco, j'inviterai toutes les sociétés et tous les partenaires présents à Bofa à apporter un soutien indéfectible à la jeunesse. Du 31 au 14 février, soit 2 semaines d'affilée, la ville de Bofa vibrera au rythme de ce tournoi d'unité. Voilà donc pour le coup d'envoi de ce tournoi de football initié par la société minière Chalco et c'est à Bofa. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques jours pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis terre des richesses et d'innovation.